Ce jour-là, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore clair, mais un lourd pressentiment pesait déjà sur mon cœur. Les sacs de course du marché me glissèrent des doigts et le cliquetis de mes clés dans la serrure semblait résonner plus fort que la normale. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti ce parfum. Doux, sucré, un parfum que je connaissais bien. Mais ce n'était pas le mien. J'ai laissé les courses sur le plan de travail de la cuisine. Tout était silencieux, à l'exception d'un rire étouffé venant de la chambre. Mon cœur s'est glacé. J'ai traversé le couloir lentement, le parquet grinçant sous mes pas. La porte était entr'ouverte. Et là, au milieu de mon lit, ma mère, en nuisette, riant, un verre de vin à la main. Et puis, il est sorti de la salle de bain, mouillé, une simple serviette nouée autour de la taille. L'homme qui avait partagé ma vie pendant 17 ans, Olivier. Nos regards se sont croisés. Il s'est figé. Ma mère a tourné la tête lentement. « Chloé », a-t-elle dit, avec un petit sourire cynique. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste observé. Chaque détail. La serviette de travers sur ses hanches. Le rouge à lèvres bavé sur elle. La lampe de chevet allumée. Mon alliance, toujours à son doigt. Mon corps tremblait à l'intérieur, mais mon visage est resté calme. C'était comme si mon cœur venait de fermer une porte blindée. À cet instant, une partie de moi est morte, mais une autre commençait à naître. Il ne le savait pas, mais à ce moment-là, j'ai commencé à trahir moi aussi. Je trahissais tout ce en quoi je croyais. Je trahissais le rôle de la fille soumise. Je trahissais le silence. La Chloé qu'il connaissait ne reviendrait plus, parce que dans cette maison, entre le vin, les serviettes et les faux sourires, ils avaient enterré une femme, et ils avaient oublié que certaines femmes reviennent de leur propre enterrement. Ce qui s'est passé ensuite, personne n'était prêt à le voir. Si des histoires fortes et réelles comme celle-ci vous touchent, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Chaque nouvelle histoire peut être la force dont vous aviez besoin. Je m'appelle Chloé, j'ai 42 ans, et jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais que ma plus grande qualité était de savoir avaler des couleuvres. J'ai été élevée pour servir. Depuis toute petite, j'ai appris qu'une femme qui parle trop fait peur. Ma mère disait « Les hommes aiment les femmes discrètes ». Et je l'ai été, si discrète que j'ai failli disparaître. Mon père a quitté la maison quand j'avais 8 ans. Ma mère est devenue tout, père, juge, percepteur et distributrice de culpabilité. Rien n'était jamais assez bien. Ni mes notes, ni mes prix de l'école, ni mes efforts pour devenir quelqu'un. Quand j'ai rencontré Olivier, j'ai cru que quelqu'un me voyait enfin. Il avait ce sourire de magazine et une façon de vous faire sentir spécial. Pendant 5 minutes. Les 55 autres, il disparaissait. Mais j'étais déjà amoureuse. Ou plutôt, conditionnée. Je me suis mariée jeune. J'ai obtenu un diplôme de secrétariat, trouvé un emploi stable et commencé à payer la moitié de tout. Quand ma mère a eu un début d'AVC, je l'ai fait venir vivre avec nous. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire, que la famille passait avant tout. Mais au fond de moi, je voulais juste qu'elle me dise « merci ». Elle ne l'a jamais dit, pas une seule fois. Chaque jour, je cuisinais, je nettoyais, je gérais les comptes, j'écoutais les plaintes. Olivier disait qu'il allait décrocher un gros contrat, une affaire qui allait tout changer. Ça a tout changé, mais pas comme il l'avait promis. Je passais des nuits à regarder le plafond, à les écouter dormir. Je sentais une oppression dans ma poitrine, comme si l'air manquait dans ma propre maison. J'étais seule, même si j'étais entourée. Et le pire, je m'y étais habituée. J'avais honte d'admettre que parfois, je voulais disparaître. Prendre des vacances, d'être gentille, d'être utile, d'être la femme qui endure tout. Mais je ne le faisais pas. À chaque « on verra plus tard » d'Olivier, j'attendais. À chaque regard critique de ma mère, je souriais. Il était plus facile d'avaler la douleur que d'affronter la déception. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à cette odeur de parfum sucré qui a envahi le salon. Jusqu'à cette scène dans la chambre. J'aurais dû m'effondrer. Mais c'est comme si quelque chose en moi s'était verrouillé. Mon corps était présent, mais mon âme était déjà partie. Quelque chose s'est brisé. Mais avec la rupture est venue une lucidité. Il ne m'aimait pas. Il ne m'avait jamais aimé. Il m'utilisait simplement comme une structure. Et à ce moment-là, debout devant mon lit, où j'avais si souvent pleuré seule, je l'ai su. Soit je mourais en silence, soit j'apprenais à vivre d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Je ne voulais pas de vengeance.
Du moins, pas au début. Ce soir-là, debout devant eux, encore en serviette et en nuisette, ce que je voulais, c'était disparaître, devenir de la fumée, quitter cette maison sans me retourner. Mais quelque chose m'a retenu. Ce n'était pas la peur, ni l'amour, c'était l'orgueil blessé. Et ce qui me faisait le plus mal, c'était de réaliser qu'il n'était pas le moins du monde désolé. Olivier n'a même pas tenté de s'expliquer. Il est passé à côté de moi comme si j'étais un mur. Monique, ma mère, a même eu l'audace de dire « Tu devrais peut-être mieux t'occuper de ton mariage ». Elle a dit ça, sans même scier. Je me suis enfermée dans la chambre d'amis. Je me suis assise par terre, enlaçant mes genoux comme si c'était la seule protection qui me restait. Et là, dans le noir, j'ai découvert une chose que je n'avais jamais eu le courage d'admettre. Je voulais juste être respectée. Ce n'était pas grand-chose. Je ne voulais pas de bijoux, ni de fleurs, ni de déclarations. Je voulais que quelqu'un me regarde et me voie comme une personne. Mon plus grand désir a toujours été celui-là, être vue, être reconnue. Pendant des années, j'ai travaillé 2 fois plus pour que ma mère ne manque de rien. J'ai renoncé à des voyages avec des collègues. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements. J'ai cessé de me donner la priorité. Tout pour qu'elle puisse vivre dans la dignité. Et malgré tout, elle disait toujours que j'étais faible, que aucun homme ne respecte une femme molle. J'essayais de prouver le contraire. J'essayais de garder la maison bien rangée, le dîner prêt, la conversation légère. J'essayais de contrôler le ton de ma voix pour ne pas paraître ennuyeuse. J'essayais de m'occuper d'Olivier même quand il disparaissait pendant des heures ou rentrait ivre. J'essayais de sourire, même quand j'avais envie de disparaître. C'est ce que je faisais. J'essayais, tout le temps. Et vous savez ce que j'ai gagné avec ça? Rien. Pas même un merci, pas même un « tu es importante ». Je suis devenue une ombre dans ma propre maison. Même ma fille, qui avait déménagé pour vivre avec son père dans une autre région, disait que j'étais trop gentille. Elle le disait avec pitié. Et ça faisait plus mal que n'importe quelle insulte. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais du respect. Je voulais entrer dans une pièce et ne pas être traitée comme un meuble. Je voulais que, pour une fois dans ma vie, quelqu'un s'arrête pour m'écouter. Vraiment. Sans jugement. Sans hâte. Et le plus étrange, c'est que lorsque j'ai réalisé ce désir, je me suis sentie coupable. Comme si c'était de l'égoïsme de vouloir être vue. Comme si, en tant que femme, j'avais l'obligation de seulement donner, 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 et d'accepter que personne ne me rende rien. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était ce qu'elle a révélé. Je n'étais pas seule, j'étais toute seule. Et c'est différent. La première fois que je l'ai remarqué, c'était dans le miroir. Mon visage n'avait plus l'air le même. Il y avait quelque chose de dur dans mon regard, un silence différent. Je me suis vue pour la première fois comme une femme blessée, mais aussi comme une femme qui pouvait faire quelque chose de cette douleur. Et là, mon désir a cessé d'être simplement d'être vue. Il a commencé à grandir, à se transformer, en quelque chose de plus grand. Je voulais qu'il ressente, pas la douleur que j'ai ressentie, car ce serait peut-être trop léger pour eux. Mais l'absence. Je voulais qu'ils goûtent le goût amer de la solitude. Je voulais qu'ils regardent une chaise vide et sentent le trou que j'avais laissé. Je voulais que, pour la première fois, ils se demandent qu'est-ce qu'on lui a fait. Et ce n'était pas pour avoir pitié. C'était pour comprendre, pour enfin voir la femme qu'ils avaient ignorée pendant des années. Je voulais justice, ma justice. Et le plus cruel, c'était de savoir que si je disparaissais à cet instant, ma présence ne leur manquerait pas. C'est le dérangement qui leur manquerait. Le manque de nourriture préparée, de linge repassé, d'argent versé sur le compte. Mais pas moi, pas Chloé. Et cela m'a donné une certitude. Je ne voulais plus vivre pour personne. Je voulais vivre pour moi, respirer sans demander la permission, manger sans avoir à partager, dormir sans craindre d'être réveillé par des voix qui m'ignorent. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais recommencer. Mais pour cela, peut-être, que la vengeance était le seul chemin. Pas cette vengeance bruyante de série télé, mais une qui venait en silence, pas à pas, avec dignité et une cruauté stratégique. Ils m'avaient poussé au fond. Maintenant, ils allaient assister à ma remontée. Et ils n'allaient pas aimer ce qu'ils allaient voir. Le lendemain matin, ils ont agi comme si de rien n'était. Olivier m'a croisé dans le couloir et m'a dit un bonjour, sec, presque automatique. Ma mère, assise à la table de la cuisine,
prenait son café avec le calme de quelqu'un qui ne venait pas de détruire sa propre fille. La trahison avait eu lieu, mais ce qui me tuait, c'était l'effronterie. Ils étaient tranquilles, sereins, comme si j'étais l'invité importune chez eux. J'ai suivi ma routine, non par lâcheté, mais par stratégie. Je savais que toute réaction immédiate serait utilisée contre moi. Elle est hors de contrôle. Elle invente des choses. Une jalousie stupide. C'était toujours comme ça avec les femmes qui se réveillent en trop tard. Mais cet après-midi-là, quelque chose s'est définitivement brisé. Je suis allée nettoyer la chambre de ma mère comme je le faisais chaque samedi. Elle n'était pas à la maison. La chambre dégageait le même parfum écœurant que la veille. J'ai ramassé les vêtements sales. Et c'est là que je l'ai vu. Son portable sur le lit, déverrouillé. Pendant une seconde, j'ai hésité, mais je me suis souvenue de son rire moqueur, du regard méprisant d'Olivier. J'ai pris le portable. J'ai ouvert les messages. Ils étaient là. Des conversations enregistrées, des photos, des messages vocaux. J'ai vu des phrases comme « Elle est sensible aujourd'hui, elle dormira tôt. Je te retrouve après sa douche. » Elle ne se doute de rien, la pauvre. J'ai tout lu, la main tremblante. Chaque mot était un clou dans le cercueil de la fille que j'avais été. Mais ce qui m'a achevé, c'est la vidéo. Il s'était filmé, dans ma chambre. Sur mon lit, en riant, en se moquant. Elle disait « Elle ne le saura jamais. Elle a plus besoin de moi qu'elle ne le pense. » Et il répondait « Elle n'a même pas le courage d'ouvrir la bouche. » Mon estomac s'est retourné. J'ai jeté le portable sur le lit, j'ai couru jusqu'à la salle de bain et j'ai vomi. C'est là, à genoux sur le sol froid en céramique, que j'ai compris. Il ne m'avait pas seulement trahi, il me méprisait. Il me trouvait faible, stupide, jetable. Je me suis lavé le visage. J'ai regardé mon reflet. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis juste promis une chose. Ils ne verront pas mon effondrement. Ils verront ma stratégie. J'ai remis le portable où il était, en faisant comme si je ne l'avais jamais touché. Mais maintenant, je savais tout, plus que nécessaire. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner. Des pâtes à la sauce blanche, le plat préféré d'Olivier. J'ai mis la table, je les ai servis. Ils ont mangé comme des rois, comme si j'étais la servante d'un château maudit. Pendant qu'ils riaient devant la télé, je souriais intérieurement. Je souriais à ce qui allait arriver. Cette même semaine, je suis allée dans la pièce où je gardais de vieux papiers. J'ai cherché un dossier usé, avec des documents dont je ne me souvenais même pas de l'existence. Là, parmi de vieilles factures, j'ai trouvé une lettre. Elle était fermée. Le nom de Marcel était écrit à la main. Mon grand-oncle. Le seul homme de la famille qui m'avait traité avec affection. Il était décédé 3 mois plus tôt. Je l'avais appris par téléphone. Monique n'avait pas voulu aller à l'enterrement. Elle disait qu'il n'avait jamais accordé d'importance à personne. La lettre m'avait été envoyée, mais elle était restée oubliée dans la paperasse. Je l'ai ouverte avec précaution. Elle était manuscrite. Et à mesure que je lisais, mon cœur battait plus vite. Ma chère Chloé, tu ne le sais peut-être pas, mais ces dernières années, observer ta lutte silencieuse m'a donné de la force. Tu as été ma compagnie, même de loin. Je suis en paix en sachant que quelqu'un comme toi continuera ce que j'ai un jour commencé. Et puis venait le passage qui a tout changé. Je te laisse non seulement ma maison, mais aussi les fonds du compte que j'ai gardés secrets de la famille. C'est à toi. Utilise-les avec sagesse, avec amour, Marcel. J'ai relu 3 fois. Chaque mot, chaque ligne, un héritage, un compte, une maison. C'était bien plus que de l'argent. C'était la clé dont j'avais besoin. Mais ce n'était pas encore le moment d'agir. C'était le moment de planifier. Et plus que tout, c'était le moment de se taire. Car à partir de ce moment, ce que je ressentais n'était plus de la douleur. C'était devenu un avantage. Et il me verrait encore sourire. Pas par amour, mais pour la dernière fois. Avant que je ne montre qui était la vraie idiote de l'histoire. Les jours suivants, je suis devenue un fantôme dans ma propre maison. Je me levais tôt. Je préparais le café. Je faisais la vaisselle. Eux, ils ne faisaient plus semblant. Olivier sortait de la douche en peignoir, même lorsque ma mère était encore dans la cuisine. Elle utilisait mes chaussons, mangeait ma nourriture, parlait fort, comme si la maison était à elle. J'observais simplement, silencieuse, calculatrice. Mais plus je me taisais, plus il testait mes limites. Un samedi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le notaire. Il parlait des documents laissés par Marcel. J'ai tout confirmé calmement, convenant de passer le voir mardi. Je n'en ai parlé à personne.
Lundi, Monique est entrée dans ma chambre sans frapper. J'étais allongée. Elle a regardé autour d'elle comme si elle cherchait de la saleté. Puis elle a dit « Tu comptes rester à paresser toute la journée ?» Je me suis levée lentement. « J'ai travaillé pendant 30 ans, maman. » Elle a souri avec mépris. « Tu as travaillé pour rien. Pour vivre ici, entretenue par mon gendre. » Je n'ai pas répondu. Pas un mot. Mais mon silence a semblé l'irriter. « Tu crois que juste parce que tu as cuisiné et nettoyé pendant quelques années, tu as droit au respect ? Tu as toujours été faible, Chloé. Toujours. Et les faibles perdent leur mari. » Cela m'a transpercée. Mais mon visage est resté inexpressif. Elle a tourné le dos et est sortie. Et j'ai su. Elle ne voulait pas seulement me détruire. Elle voulait me convaincre que je méritais d'être détruite. Ce soir-là, Olivier est rentré tard. J'étais déjà dans la cuisine, à laver les quelques assiettes du dîner. Il s'est appuyé contre la porte avec la même expression froide que d'habitude. « Chloé, il faut qu'on parle. » J'ai pris une profonde inspiration. Bien sûr. Il est entré, a tiré une chaise. S'est assis, cruellement calme. « Écoute, tout ça devient bizarre. Nous ici, à cohabiter, à faire semblant. » J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Faire semblant de quoi ? Il a ri. « Chloé, s'il te plaît. Tu sais, ta mère et moi, on se comprend. C'est différent. Avec toi, on dirait qu'il n'y a plus rien. » Mon cœur battait vite, mais mon visage était de pierre. « Tu es en train de me dire que tu préfères ma mère ?» Il a haussé les épaules. « Je suis en train de dire que je suis fatiguée, que la vie est trop courte pour rester coincée avec quelqu'un qui ne prend pas soin de soi. Tu ne t'arranges plus, tu ne sors pas, tu ne parles pas, tu es figée dans le temps. » Ma gorge s'est nouée. « Alors tu as trouvé juste de coucher avec elle ? Je n'avais pas prévu, c'est arrivé. Monique, elle me comprend, elle m'admire. J'ai avalé la rage comme on avale du verre. Et moi qui ai tout financé, moi qui me suis occupée de vous ?» Il s'est levé. « Tu as fait ce que n'importe quelle femme aurait fait. Je ne te dois pas de gratitude pour ça. » Mon sang s'est glacé. La façon dont il l'a dit, comme si j'étais une employée mal payée, sans valeur, sans importance. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. J'ai fait du café. Je l'ai mis sur la table. J'ai laissé un mot. « Je ne rentre pas pour le déjeuner aujourd'hui. » Je suis sortie d'un pas ferme. Je suis allée chez le notaire. J'ai signé les documents. J'ai vérifié chaque clause du testament. Marcel avait laissé non seulement la maison, mais aussi une somme considérable placée dans des fonds. C'était plus que ce à quoi je m'attendais, plus que ce que j'avais jamais eu. Et à ce moment-là, j'ai compris. Il pensait encore avoir le contrôle. Mais le jeu avait changé. Il ne le savait juste pas encore. Je suis rentrée à la maison avant le dîner. Olivier et Monique étaient dans le salon, riant d'une vidéo sur le portable. « Bonsoir », dis-je sèchement. « Tu as décidé de te promener ?» dit-elle, sans me regarder. « Je m'occupais de ma vie », ai-je répondu. « Quelle vie ?» murmura Olivier. Je suis restée là, à les regarder. L'envie était de crier, de tout casser, mais je me suis contenue, parce que ma vengeance ne viendrait pas en cris. Elle viendrait par couches, comme un poison lent. Le lendemain, j'ai invité ma sœur à prendre un café à la boulangerie du coin. C'était l'une des rares personnes de la famille avec qui je parlais encore. Je lui ai tout raconté, toute la trahison, les messages, les images, la complicité dégoûtante entre Monique et Olivier. Elle m'a écoutée en silence. À la fin, elle a seulement dit « Chloé, je ne doute pas de toi, mais ce sera difficile à prouver. » Et là, j'ai réalisé le plus cruel. Même avec des preuves, personne ne me croirait immédiatement, parce qu'ils avaient construit une image, celle que j'étais déséquilibrée, jalouse, trop sensible. Ils m'avaient démontée socialement, comme si j'étais une hystérique ambulante. Et cette humiliation, cette invalidation, faisait plus mal que la trahison physique, parce que ce n'était pas seulement le corps qu'ils essayaient d'effacer, c'était ma voix. Je suis rentrée à la maison et je me suis allongée. Mais cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu. Je suis restée à regarder le plafond, à écouter les rires étouffés de la chambre d'à côté. Ils étaient là, heureux, confortables, dans la maison que je payais. Et pourtant, ils agissaient comme si j'étais l'erreur. Mais cette nuit-là fut la dernière où j'ai pleuré à cause d'eux. Parce qu'au fond de mon silence, une flamme a commencé à brûler. Et s'ils pensaient que je n'avais pas de courage, ils allaient découvrir qu'une femme trop humiliée devient un danger. Je me suis réveillée le visage gonflé.
Cette nuit a été longue, la plus longue de ma vie. Je ne pense pas avoir dormi. J'ai fermé les yeux, mais ma tête n'arrêtait pas. Chaque mot dit, chaque regard, chaque silence. Ils revenaient comme des couteaux aiguisés. Je me suis levée et je suis allée à la salle de bain. La lumière froide m'a exposée d'une manière qui a fait mal. Mon visage ressemblait à celui d'une femme qui ne savait plus qui elle était, ni ce qu'elle faisait là. Je me suis brossé les dents en silence. Je me suis lavé le visage. Et pour la première fois, je me suis regardée dans le miroir, sans détourner le regard. C'était moi, mais c'était une autre. Il y avait quelque chose de nouveau dans mes yeux. Un poids, une ombre, mais aussi une force étrange, presque dangereuse. Je me suis habillée et je suis allée préparer le café. Quand je suis entrée dans la cuisine, Monique était déjà là, avec cet air de propriétaire des lieux, le journal ouvert, les lunettes sur le bout du nez. « Bien dormi ?» a-t-elle demandé, sans me regarder. Comme une pierre, elle a souri, moqueuse. Ça doit être bien d'avoir la conscience tranquille. Je n'ai pas répondu. Mon envie était de lui jeter la cafetière à la tête. Mais j'ai seulement mis l'eau sur le feu. Olivier est apparu peu de temps après. Il a embrassé le visage de ma mère. Oui, il l'a embrassé, devant moi. Puis il m'a regardé comme si j'étais le tapis du salon. Un vieil objet, indésirable. « Tu sors aujourd'hui, Chloé ?» a-t-il demandé, sans cacher l'ennui dans sa voix. « Peut-être. Je dis ça parce que on a besoin du salon. » J'ai fait semblant de ne pas comprendre. « Le salon ? Oui, on reçoit des amis. Un petit dîner informel. » Ma gorge s'est asséchée, dans ma maison, sur mon canapé, avec des amis qui, probablement, pensaient que j'étais une exilée dans mon propre foyer. « Vous pouvez l'utiliser ?» ai-je répondu. « Dites-moi juste si vous cassez quelque chose. Je suis montée dans ma chambre. » J'ai fermé la porte doucement. J'ai verrouillé. Je me suis assise par terre. J'ai pris le vieux carnet où j'écrivais mes pensées. Ça faisait des années que je ne l'avais pas ouvert. À l'intérieur, j'ai trouvé le brouillon d'une lettre que je n'ai jamais envoyée. C'était pour Marcel. On y lisait « Mon oncle, merci de me traiter comme une personne, de m'écouter quand personne d'autre ne le faisait. Si un jour je disparais, sache que tu as été la seule bonne présence dans ma vie. Les larmes sont venues sans prévenir, lourdes, silencieuses. Je me sentais avalée par un trou noir. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le sentiment d'avoir été annulée, comme si mon existence était une nuisance. Là, dans cette chambre, entourée de souvenirs et de silence, j'ai compris l'ampleur des dégâts. Et le pire, ils avaient raison. D'une certaine manière, j'avais laissé faire. J'avais laissé qu'on m'efface petit à petit. Je m'étais installée dans la douleur, dans la solitude, dans le rôle de la femme qui endure tout. J'ai fermé le carnet. Je me suis allongée par terre. Je suis restée à regarder le plafond et j'ai commencé à imaginer. J'ai imaginé ma vie loin d'ici. J'ai imaginé ne plus entendre cette voix tranchante de ma mère, ne plus sentir l'odeur du parfum bon marché, ne plus voir Olivier sortir de la salle de bain comme s'il était un roi. Pour la première fois, j'ai imaginé la liberté. Et c'est dans cette imagination que quelque chose s'est allumé. Pas un espoir, mais un plan. Il me trouvait stupide, soumise, vide, et ce serait mon arme. Ce soir-là, je suis descendue dans le salon pendant le petit dîner informel. Ils étaient tous là, des amis d'Olivier, des copines de Monique, tous souriants, parlant fort, riant de blagues qui n'avaient aucun sens. Je suis allée à la cuisine, j'ai pris un verre de vin et je suis revenue. Tous se sont arrêtés une seconde, peut-être parce qu'ils ne s'attendaient pas à me voir. Olivier a feint la sympathie. « Chloé, tu veux te joindre à nous ? Je suis juste venue trinquer. » J'ai levé mon verre. « Au masque, qui un jour tombe. » Silence. Sourire gêné. Monique a rapidement changé de sujet. Je suis remontée, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi. Vraiment. Le lendemain, j'ai pris un nouveau carnet. J'ai commencé à tout noter, pas à pas. Les dates, les phrases dites, les dépenses de la maison que je payais, les messages enregistrés. Ma douleur est devenue une archive. Mon humiliation, un rapport. Chaque fois que la colère montait, j'écrivais. Et chaque fois que la tristesse revenait, je relisais. Olivier a commencé à remarquer mon silence, mais il n'a rien dit. Monique, en revanche, a commencé à provoquer. « Pourquoi tu es silencieuse, Chloé ? Tu as avalé ta langue ?» J'ai répondu avec un sourire. « J'écoute, c'est tout. » Elle a ri. « On dirait que tu prépares quelque chose. »
Je l'ai regardée dans les yeux. Qui sait? Elle s'est arrêtée 2 secondes, la première fois que j'ai vu une trace d'inconfort sur ce visage. C'était ça. L'inconfort serait mon premier cadeau pour eux. Ce n'était pas encore le moment d'agir. Mais ce n'était plus le temps de souffrir. Mon humiliation s'était transformée. Elle était devenue du carburant. Et la femme qu'ils pensaient enterrer était déjà debout. Sauf que maintenant, plus froide, plus silencieuse, et beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Profitez-en pour me dire dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Vraiment, je lis tout et je tiens à répondre avec affection à ceux qui prennent ce temps. Mardi matin, je suis allée à la banque. Je suis entrée comme on entre dans une pharmacie, sans fanfare, sans hâte. Je portais le même chemisier que d'habitude, les cheveux attachés, le sac usé sur l'épaule, la même Chloé que d'habitude, de l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais une autre. La directrice m'a accueillie avec un sourire poli. « Madame Chloé Martin ?» a-t-elle demandé en regardant mon document. J'ai hoché la tête. Elle a vérifié les informations, m'a regardé avec une curiosité contenue, puis a appelé « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Nous sommes entrés dans un bureau vitré. Elle m'a offert de l'eau. J'ai refusé. Je voulais juste comprendre ce qui se passait. « Monsieur Marcel Martin a laissé des instructions très claires, » a-t-elle dit en ouvrant un dossier. « Son testament a été récemment validé et votre part a été libérée. Il avait un compte personnel que personne ne connaissait, dans une banque privée. Tout a été transféré ici selon son souhait. Mes doigts se sont crispés sur mes genoux. Et combien y a-t-il sur ce compte ? Elle a tourné l'écran discrètement. Mon cœur s'est arrêté une seconde. 7 chiffres, avec une virgule et des centimes. Assez d'argent pour acheter ma liberté. Et, si je le voulais, leur destruction. J'ai signé tous les papiers en silence. Elle m'a donné la nouvelle carte. Elle a dit que je pourrais accéder à tout dès le lendemain. Le compte était uniquement à moi. Aucune charge, aucune clause restrictive. Je suis sortie de la banque avec le soleil qui me frappait le visage. J'ai fermé les yeux 1 seconde. J'ai pris une profonde inspiration. Le monde semblait plus léger, mais à l'intérieur de moi, tout était lourd. Pourquoi Marcel avait-il fait ça? Il n'avait jamais eu d'enfant. C'était le frère de mon père. Après le divorce de mes parents, il avait pratiquement disparu. Mais il m'envoyait toujours des cartes à Noël. Il m'appelait pour les anniversaires. Il demandait de mes nouvelles, même quand la vie faisait mal. Et moi, je n'avais jamais vraiment répondu correctement. Je pensais qu'il voulait juste parler pour ne pas se sentir seul. Je n'avais jamais imaginé qu'il me voyait. Vraiment, quand personne d'autre ne me voyait. Cet après-midi-là, je suis allée à son ancien appartement. J'avais la clé depuis les funérailles. C'était un endroit simple, mais plein de bons souvenirs. Des livres, des disques, des photographies en noir et blanc. Je me suis assise dans son fauteuil. J'ai pleuré comme une enfant, parce que, pour la première fois, quelqu'un m'avait donné quelque chose, sans rien vouloir en retour. Marcel ne m'avait pas seulement laissé un héritage, il m'avait laissé du courage, la preuve vivante que, oui, j'avais de l'importance, pour quelqu'un. Et maintenant, je devais honorer cela. Je suis rentrée à la maison en fin d'après-midi. Olivier était allongé sur le canapé, pieds nus avec une assiette de lasagne sur les genoux. Monique se coupait les ongles sur le tapis du salon. « Tu es rentré tard, hein ?» a-t-elle dit, sans quitter ses pieds des yeux. « J'avais des choses à régler. Des choses mystérieuses, hein ?» a-t-elle provoqué. J'ai souri. « Peut-être. » Je suis montée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai pris le carnet où j'écrivais tout. J'ai ajouté une autre page. 148, 392,28 €, liberté signée. Ce soir-là, je n'ai pas cuisiné. Ils ont commandé à emporter. Ils ont mangé sans cérémonie. Ils ont ri de nouveau, plus fort que d'habitude. Comme s'ils voulaient me rappeler qu'ils étaient heureux. Comme s'ils disaient « Tu as perdu ». Mais je n'avais pas perdu. Je me positionnais. J'ai passé les jours suivants à mettre en place une nouvelle routine. J'ai recommencé à marcher le matin. J'ai fait un soin pour mes cheveux. J'ai acheté de nouveaux vêtements. Des changements subtils, mais visibles. Monique l'a remarqué en premier. « Nouveaux cheveux ?» a-t-elle commenté, sans me regarder. « J'aime prendre soin de moi. » J'ai recommencé à m'aimer. Olivier a levé les yeux de son portable. Il a fait semblant de ne pas s'en soucier, mais il a remarqué. J'ai commencé à rentrer plus tard. Je laissais des mots courts. Je sortais sans dire où j'allais. Je suis allée dans une agence immobilière. J'ai trouvé un petit appartement, confortable, neuf.
J'ai signé le contrat au comptant, sans financement, sans mensualité. J'ai pris les clés et je suis entrée dans l'espace vide comme on entre dans un temple. Là, personne ne me crierait dessus. Personne n'utiliserait mon lit pour se moquer de ma douleur. Là, j'étais libre. J'ai acheté des meubles, des couverts, du linge de lit. Tout neuf, tout choisi par moi. Pour la première fois depuis longtemps, chaque détail de ma vie était un choix. Je suis retournée à la vieille maison et j'ai mis chaque objet important dans des cartons. Les bons souvenirs étaient rares. Mais j'ai emporté avec moi ce qui comptait. J'ai laissé le reste là, comme une carapace que je n'avais plus besoin de porter. Olivier a remarqué le mouvement. « Tu déménages ? » ?»« Oui. »« Où vas-tu ? » ?»« Loin ?» Il a ri, moqueur. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? » ?»« Non. » Il s'est arrêté une seconde. « Et comment vas-tu payer pour ça ? De quoi vas-tu vivre ? » Je me suis approchée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « De tout ce que vous m'avez pris. » Monique est apparue derrière lui, pâle. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je m'en vais. Tu ne peux pas simplement partir comme ça ? » ?»« Si, je peux. La maison est à moi. L'argent maintenant aussi. Et la vie est redevenue la mienne. » Ils n'ont rien dit. Ils ne savaient pas quoi dire. Pour la première fois, ils n'avaient plus le contrôle. Et moi, pour la première fois, j'avais tout en main. Le lendemain de ma décision, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Le soleil n'avait même pas encore touché les fenêtres du salon lorsque j'ai commencé à vider ma garde-robe. Chaque pièce que je pliais avait un goût différent. Ce n'était pas seulement du tissu, c'était de la mémoire, c'était de la douleur, c'était un poids qui ne m'appartenait plus. J'ai emballé mes quelques livres, mes vieilles photos, mes tasses préférées. Tout ce qui me rappelait qui j'avais été et qui je ne voulais plus être. Je suis descendue avec les cartons au garage. Ma voiture, vieille, était prête. Contrairement à moi, qui ne commençais que maintenant à comprendre ce que c'était que de partir. Olivier dormait encore, Monique aussi. Pendant qu'il ronflait sous le même toit où il m'avait effacé tant de fois, je partais en silence et avec dignité. Je suis montée dans la voiture, j'ai démarré. Les cartons sur la banquette arrière ont tangué dans le virage. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Le nouvel appartement était petit, mais à moi. Blanc, propre, vide. Comme une nouvelle page avant le premier mot. J'ai passé la journée à tout arranger avec soin. J'ai mis les photos dans des cadres, les livres sur des étagères, les vêtements sur des cintres neufs. Tout avait une odeur de nouveau départ. Quand la nuit est tombée, je me suis assise sur le nouveau canapé avec un verre de vin. J'ai regardé la fenêtre. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas Monique qui me disait comment je devais me comporter. Il n'y avait pas Olivier qui jugeait chaque geste. Là, il y avait le silence. Mais pas le silence qui fait mal. C'était le silence qui guérit. Le lendemain matin, j'ai allumé mon portable et j'ai vu 3 appels manqués d'Olivier. 2 messages. « Tu vas vraiment faire ça ? On peut parler ?» J'ai effacé, sans lire jusqu'au bout. Je n'allais plus parler avec quelqu'un qui n'écoutait que sa propre voix. J'ai allumé l'ordinateur. J'ai commencé à remplir le plan d'affaires du cours que j'avais commencé des mois plus tôt, en secret. Cours de pâtisserie artisanale. Marcel m'avait encouragé, il y a quelque temps. Il disait que mes tartes étaient meilleures que celles de la boulangerie. Je riais, je pensais qu'il exagérait. Maintenant, j'en ferais mon gagne-pain, mon indépendance, ma déclaration de liberté. En 3 jours, j'ai enregistré mon nom en tant que micro-entrepreneuse. Les douceurs de Chloé. Simple, direct. Comme moi. Comme ma façon d'aimer. Comme ma façon de vivre. J'ai créé une page sur les réseaux sociaux. J'ai annoncé des formules de gâteaux et de tartes, d'abord pour les voisins, puis pour les anciens contacts de l'entreprise où j'avais travaillé. Et puis, les commandes ont commencé à arriver. Peu au début, puis plus, puis beaucoup. La première vente m'a fait pleurer. La deuxième, sourire. La troisième, m'a fait me souvenir que j'étais encore en vie. J'ai passé des jours à cuire, décorer, livrer. L'argent était peu, mais c'était le mien. Et ça suffisait. Un jour, lors d'une livraison, j'ai rencontré une camarade d'enfance. Elle a écarquillé les yeux en me voyant si différente. « Chloé ? Mon Dieu, comme tu as l'air bien !» J'ai souri, sans m'expliquer. Elle n'avait pas besoin de savoir. Elle avait juste besoin de voir. Et elle voyait. Quelques semaines plus tard, je suis allée au supermarché et j'ai rencontré Monique. Seule, les cheveux en désordre, l'air abattu. Elle m'a vue, s'est arrêtée, comme si elle avait vu un fantôme. « Chloé, bonjour. »
Elle s'est approchée lentement, comme quelqu'un qui marche sur des éclats de verre. « Tu vas bien ?» ?»« Mieux que jamais. » Elle a hésité. « Olivier, il est un peu perdu. Il boit. Il a dit que tu ne répondais plus. Et je ne répondrai pas. Je ne lui dois plus rien. Ni à toi. » Elle a dégluti. « Je sais que j'ai eu tort. »« Tu as eu tort ?» Elle a baissé les yeux. « Je suis allée trop loin. »« Non, maman. Tu n'es pas allée loin. Tu as été exacte. Tu as fait exactement ce que tu voulais. Le problème, c'est que tu pensais que je n'allais pas me relever. » Elle a essayé de me toucher le bras. Je me suis doucement écartée. « Pardonne-moi, Chloé. » Je l'ai regardée pendant quelques secondes. « Non, mais je comprends. Et c'est déjà suffisant pour que j'avance. » Elle est restée là, immobile, tandis que je sortais du rayon des surgelés la tête haute. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la banque. Ils m'ont offert une proposition pour ouvrir un compte professionnel. Ils ont dit que mon profil était prometteur, que mes revenus avaient augmenté rapidement. J'ai raccroché avec une nouvelle sensation, celle d'être reconnu, sans avoir à le mendier. Olivier a encore essayé de se montrer. Un après-midi, j'ai été surprise par des coups à la porte. J'ai ouvert. Il était là, plus mince, le regard perdu. « Chloé, j'ai eu tort. On a eu tort. Mais tu n'as pas été facile non plus. » J'ai ri, simplement ri. J'étais trop facile, Olivier. C'était ça le problème. Il a pris une profonde inspiration. « Tu me manques. Ce qui te manque, c'est ce que je faisais pour toi, pas moi. Je t'aime encore. » Non, tu aimais le contrôle. Et tu l'as perdu. J'ai fermé la porte doucement, sans crier, sans offenser, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit de plus. Ce soir-là, j'ai fait mon plus beau gâteau. Je l'ai emballé avec soin. Je l'ai livré à une nouvelle cliente. Elle a dit « Chloé, votre douceur a le goût d'un câlin. » Et moi, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'y ai cru. Parce que maintenant, je me câlinais tous les jours. Le jour du dernier dîner dans l'ancienne maison est arrivé en silence. Je me suis préparée calmement en choisissant une robe que je n'aurais jamais imaginé porter là-bas. Elle était simple, une robe claire, qui mettait en valeur les épaules qui étaient les miennes et que personne d'autre ne pouvait toucher. J'ai descendu les escaliers en portant une boîte soigneusement emballée dans du papier cadeau. À l'intérieur, une mini-lanterne financière, des documents, des feuilles de calcul, des relevés. Mon héritage, ma sortie. Le dîner était prévu avec les anciens amis de la famille, ceux qui n'avaient pas vu mon absence comme une absence, mais comme une punition. Ils ont souri quand ils m'ont vu. « Regardez qui voilà. Chloé, tu es superbe. » J'ai souri, gentiment, mais mon sourire n'atteignait pas leurs yeux. Ils l'ont remarqué. Le premier pas du ravage était sur le point de se produire. Nous nous sommes assis à la grande table de la salle à manger que j'avais aidé à meubler. Le temps s'est figé une seconde. Les couverts en argent, les verres en cristal, l'odeur du rôti que ma mère avait l'habitude de préparer le matin. Tout semblait silencieux, attendant simplement. « Chloé, tu nous as apporté quelque chose de spécial à partager ?» a demandé quelqu'un, en riant encore. J'ai pris une profonde inspiration. Et puis, comme quelqu'un qui allume un projecteur invisible au milieu de la pièce, j'ai activé l'écran que j'avais préparé. J'ai montré les relevés. Le compte secret. L'ordre de virement vers un fonds que j'avais créé pour payer le nouvel appartement. Les conversations entre Monique et Olivier. Les photos capturées avec mon portable. Des vidéos d'eux parlant de la façon dont je ne voyais rien. Les visages ont changé. La stupeur s'est répandue. Un silence lourd. Ils ne savaient même pas que cette pièce gardait autant de choses. Olivier a tenté de se lever. Il a bégayé. Monique s'est couvert la bouche. Les anciens amis regardaient entre moi et l'écran. Je ne suis pas venue supplier. Ma voix est sortie ferme, tranchante. Je suis venue rendre des comptes de ce que j'ai payé avec sacrifice et de la trahison qui a eu lieu ici même. Mes mains tremblaient. Pas de peur, d'intensité. J'ai terminé calmement. La maison a été transférée. L'argent investi. Vous n'avez plus rien à juger. Silence total. Certains instincts parlaient, criaient, frappaient sur la table, pleuraient. Mais je me suis simplement levée. J'ai marché jusqu'à la porte du salon. Mes chaussures résonnaient. Chaque pas était une considération silencieuse. C'est à moi. Je me suis arrêtée sur le seuil. J'ai regardé une seconde à l'intérieur. Ils étaient paralysés. Des regards confus, des pleurs dissimulés. Et moi, à l'intérieur, je n'étais que légèreté. Je suis partie. Je suis montée dans la voiture. Je me suis assise sur le siège confortable et j'ai senti le poids s'échapper.
J'ai allumé la radio. Une musique douce a rempli les haut-parleurs. C'était la bande originale de ma liberté. Je suis arrivé au nouvel appartement. J'ai ouvert la porte. Un soupir est sorti, profond, plein de vie. Mon territoire. J'ai posé la boîte de documents au centre du salon vide. J'ai regardé autour de moi. Je savais que j'étais arrivé à la fin d'une ère et au début d'une autre. Cette boîte et ce visage devant le miroir me faisaient me sentir puissante, en train de réécrire mon histoire. Dans la chambre, j'ai trouvé la boîte de décoration. J'ai pris un cadre simple. À l'intérieur, j'avais mis une vieille photo, moi et Marcel, dans son jardin, souriant. Je l'ai fixé avec du ruban adhésif double face. Il avait été le seul à me voir entière. Et maintenant, j'étais entière. J'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai mis du vin seul. Je me suis assise sur le canapé, seule. Et j'ai souri. Enfin, j'ai compris. Ma victoire n'a pas été forte, dramatique. Elle a été subtile, silencieuse, impressionnante par son calme. À chaque livraison de gâteaux, à chaque commentaire de client, le poids s'en allait. Mais c'est à ce moment-là, lors de ce dîner fantastique et silencieux, que je me suis entendue pour la première fois. Je suis une femme qui a ressurgi de ses cendres, avec dignité, avec stratégie, avec tout ce qu'on m'avait volé, de retour. J'ai commencé à vivre comme si tout ce que j'avais construit était suspendu à un fil invisible, une victoire silencieuse. Peu à peu, j'ai remarqué les reflets de mon réveil dans l'environnement qui m'entourait. La semaine suivante, je n'ai reçu que 2 messages d'Olivier et un de Monique. « Il faut qu'on parle. Tu vas nous le faire payer cher. Je t'aime. » J'ai lu, j'ai respiré, j'ai tout effacé. Et la vie a continué. Les douceurs de Chloé grandissaient. Les commandes augmentaient. À chaque livraison, plus de compliments arrivaient. Quelle présence dans vos douceurs. Votre travail m'a apporté du réconfort. Et à l'intérieur de moi, une fondation se solidifiait. Mais le véritable tournant est venu lorsque ma mère est arrivée à la porte de la pâtisserie, sans prévenir. Elle m'a vu en tablier, les cheveux attachés, les mains couvertes de farine, les yeux brillants. « Chloé, » dit-elle d'une voix tremblante. Elle semblait effroyablement fragile. « Tu vas bien ?» J'ai souri avec précaution. « Je vais bien. » Elle m'a regardé comme quelqu'un qui essaie de reconnaître un fantôme. Et puis elle a demandé « Puis-je réessayer ?» Je suis désolée pour tout. Un frisson m'a parcouru. Le passé a crié. Mais j'ai répondu « Perdre votre respect a été l'un de mes plus grands châtiments. Vous l'avez brisé, mais vous avez eu tort avec moi. Justement quand j'ai appris la valeur de rester debout. Vous pouvez réessayer. Seulement, reconstruisez le pont seul. » Elle a acquiescé, sans pleurer. Nous sommes partis de là, en silence. Le même jour, Olivier m'a appelé. « Chloé, parle-moi, s'il te plaît. » J'ai ignoré. Ce n'était pas la rédemption que je cherchais. C'était la paix, la liberté. Quelques jours plus tard, l'agence immobilière a appelé. Elle voulait savoir si j'avais besoin d'aide pour meubler l'appartement que j'avais loué au comptant et qui était maintenant mon temple. J'ai souri. J'ai répondu « Non, merci. Mais merci. » J'ai compté chaque centime de cette réussite. Mais le plus précieux n'était pas l'argent, c'était l'autonomie. Et elle pulsait dans ma voix. Cette fois, il n'était pas nécessaire de crier. C'était déjà évident. Certains amis ont commencé à me chercher. Pas ceux qui s'étaient moqués de moi dans le passé. D'autres, de l'ancien travail, des gens qui m'admiraient derrière les chuchotements. J'ai vu tes douceurs sur les réseaux. Félicitations, Chloé. Tu as toujours mérité d'être vue. Et d'être vue comme j'avais toujours voulu. Pas comme un morceau de papier froissé, mais comme une femme entière, légitime. Vers la fin du mois, Monique s'est présentée devant la pâtisserie. Cette fois, elle tenait un bouquet de fleurs fanées. Elle me les a tendues avec des mains tremblantes. Je les ai acceptées. Merci. Elle m'a regardé lentement. Tu as fait plus que t'éloigner. Tu es renée. Elle a fait une pause. J'ai eu peur de rester seule. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai été seule, à la maison, partageant un toit avec des gens qui m'ont effacée. Mais j'ai survécu. Et maintenant, les fleurs ne guérissent pas. Mais elles aident à se souvenir qu'il y a encore de la vie. Elle est partie sans rien dire de plus. Je l'ai observée tandis qu'elle marchait, peu sûre d'elle, petite. Et là, j'ai compris. L'impact que nous avons est plus grand que nous l'imaginons. Le mois suivant, Olivier s'est de nouveau présenté, au portail de la pâtisserie, le matin.
Il ressemblait au même homme arrogant, mais avec des yeux différents, pleins de confusion. « Chloé, s'il te plaît, peux-tu me dire une chose ?» Il a pris une profonde inspiration. « Qu'est-ce que j'ai perdu ?» J'ai accroché mon torchon. Je l'ai regardé dans les yeux. « Ce que tu n'as jamais vraiment eu, ma vraie présence. Et je ne parle pas du corps, je parle de l'âme. Tu as perdu la femme qui t'aimait. Et moi, je me suis retrouvée. » Il est parti sans répondre. Et je savais. Ses réactions, celles de Monique, des amis, étaient des échos. Des reflets de mon histoire. Un miroir de la clarté qui m'avait dévoré de l'intérieur. Par une nuit claire, j'ai enlevé mes sandales et j'ai marché sur le sol froid du balcon. Le vent m'a frappé le visage et j'ai senti mes racines s'agripper au sol. Je savais que tout ce qui m'avait amené jusqu'ici, trahison, humiliation, plan silencieux, convergeait maintenant vers un présent fort. J'ai été reconnue. Je me suis reconnue. Les voisins souriaient en passant. La vendeuse de la boulangerie me saluait avec respect. Certains clients m'appelaient même ma chef préférée. C'était minime, mais c'était significatif. Chaque compliment était une brique dans la reconstruction de la femme que je suis devenue. Et, même si le monde était divisé entre ceux qui me méprisaient et ceux qui m'admiraient, la seule frontière qui comptait vraiment était en moi. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal « Ils avaient le contrôle. Aujourd'hui, même le silence m'appartient. » L'impact émotionnel n'a pas été bruyant. Il a été profond. C'était de se regarder dans le miroir et de voir la femme qui n'était plus fière d'être invisible. C'était de sentir, de passer, de surmonter et de savoir que, silencieusement, elle est devenue présente. Et maintenant, elle était à elle, entièrement à elle. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur résidait dans ce que je faisais pour les autres, dans l'assiette que je servais, dans la facture que je payais, dans le silence que j'avalais. Je pensais que si j'étais assez bonne, assez discrète, assez résistante, quelqu'un, à un moment donné, me regarderait et dirait « Je te vois ». Mais personne ne l'a dit, pas une seule fois. Et le plus triste n'était pas ça. C'était de réaliser que, au fil des ans, j'avais aussi cessé de me voir. Je m'étais perdue dans un rôle que je n'avais même pas écrit moi-même. Fille attentionnée, épouse dévouée, employée fiable. Tout ce que j'ai été a été pour les autres. Et le jour où je me suis effondrée, ce n'est pas la trahison qui m'a le plus blessée. C'est la constatation que je m'étais effacée de mon plein gré. Je leur ai donné l'allumette et l'essence. Et j'ai même demandé pardon pour la fumée. Aujourd'hui, je comprends. Un amour qui exige votre disparition n'est pas de l'amour. Un respect qui doit être imploré n'a jamais été du respect. Une famille qui ne fonctionne que lorsque vous vous taisez n'est pas une famille. C'est une prison émotionnelle. Et ma liberté n'est pas venue avec un cri. Elle est venue avec le silence, avec des pas calculés, avec un courage construit en morceaux. J'ai appris que la dignité a le son d'une porte qui se ferme lentement, a le goût de la nourriture préparée pour soi-même, a l'odeur d'une nouvelle maison qui n'abrite que la paix. Je ne suis pas devenue une autre personne. La vérité est que je suis redevenue celle que j'ai toujours été, avant la peur, avant les promesses qui ne sont jamais venues, avant l'amour qui demandait toujours plus qu'il ne donnait. J'ai découvert qu'être forte, ce n'est pas tout supporter. C'est savoir quand lâcher prise. C'est refuser de continuer là où il n'y a pas de réciprocité. C'est se choisir soi-même, même si cela signifie marcher seul. Et vous savez quoi? Seul, j'ai découvert que ma compagnie est bonne, que mon silence est sage, que ma présence remplit, même quand personne ne la reconnaît. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je vois une autre femme. Plus celle qui attendait la permission, mais celle qui construit sa propre vie avec des mains fermes. Si je pouvais remonter le temps, je me dirais à moi-même, à l'époque, tu n'as pas besoin d'être accepté par ceux qui ne te respectent pas. Et plus encore, tu n'as rien à prouver à personne qui ne te voit pas. La Chloé de maintenant sait, s'excuser d'être sensible n'a pas de sens. Avoir des limites n'est pas de l'ingratitude. Vouloir le respect n'est pas de la vanité. C'est un besoin fondamental. Je ne sais pas si j'ai pardonné tout ce qu'ils m'ont fait. Peut-être pas. Mais je ne porte plus de poids non plus. Parce que ce qui me retenait, c'était moi essayant de justifier la méchanceté des autres. Maintenant, je veux juste la paix. Je veux juste continuer à construire mon chemin, fait de choix, d'amour propre et de silence plein de sens.
La plus grande leçon que la vie m'a donnée est celle-ci. Vous pouvez être bonne, mais ne permettez jamais qu'on confonde votre bonté avec la permission de vous faire du mal. Certaines personnes disent que le temps guérit tout. Je ne suis pas d'accord. Le temps, seul, ne guérit rien. Ce qui guérit, c'est ce que vous faites avec le temps. Et j'ai décidé que mon temps ne serait plus consacré à ceux qui ne savaient que me rabaisser. Après la dernière conversation avec Olivier, je ne l'ai plus jamais revu. Quelques voisines ont dit qu'il avait quitté le quartier. Elles ont dit qu'il vit chez un cousin. Il a essayé de lancer une entreprise qui n'a pas marché. Il a disparu, silencieux, sans la même lueur dans les yeux. Je ne m'en réjouis pas, mais je n'ai pas de pitié non plus. Parce que celui qui détruit consciemment doit un jour faire face au silence qu'il a semé. Monique, ma mère, a continué à essayer de se rapprocher. Elle est venue plusieurs fois à la pâtisserie. Elle apportait des gâteaux du supermarché, comme pour montrer qu'elle aussi savait faire des douceurs. J'ai toujours accepté avec gentillesse, mais sans trop ouvrir de porte. Jusqu'au jour où elle est venue, juste pour s'asseoir. Elle a commandé un café, est restée en silence. Et, avant de partir, elle a dit « Tu as fait ce qu'aucune femme de notre famille n'a eu le courage de faire. J'en suis fière, même sans mériter d'en faire partie. » C'était la première fois que j'entendais quelque chose qui ressemblait à du regret sortir de sa bouche. Et ce jour-là, quand elle est partie, j'ai laissé une tasse lavée derrière. C'était ma façon de dire « Peut-être qu'il y a encore de la place. » Ma fille est venue me rendre visite après des mois. Elle a dit qu'elle avait vu mon nom grandir sur les réseaux. Elle a voulu connaître la boutique, prendre des photos avec moi. « Maman, tu es devenue un exemple. Tu es devenue ce que j'ai toujours su que tu pouvais être. » J'ai été émue. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que je l'avais perdue, mais j'ai réalisé que, en me retrouvant, elle aussi m'a vue avec d'autres yeux. Aujourd'hui, ma pâtisserie tient bon. Je ne suis pas célèbre ni riche, mais je vis dignement. Je paie chaque facture avec l'argent de mon effort, et chaque centime me rappelle que je ne dois plus rien à personne, seulement à moi. J'ai de nouvelles amies, des gens simples, vrais, qui m'écoutent sans jugement, qui me respectent sans rien exiger en retour. Je ne suis pas retombée amoureuse, pas encore. Mais aujourd'hui, je sais que si ça arrive, ce ne sera pas dans la précipitation, ni pour combler un vide. Ce sera parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. Et c'est peut-être le plus grand signe que j'ai gagné. Aujourd'hui, je choisis. Je ne suis plus choisie par les miettes qu'on m'offre. Chaque fois que je regarde mon ancienne alliance, celle que j'ai gardée juste pour me souvenir, je souris. Elle n'est plus un symbole d'échec. C'est un rappel du jour où j'ai arrêté de mendier l'amour et j'ai commencé à me donner ce que personne n'a jamais su m'offrir. La Chloé qui écrit ces mots n'est pas une femme aigrie, c'est une femme éveillée, libre, qui porte ses cicatrices avec fierté, parce que chaque coupure m'a appris à coudre ma propre histoire. Et aujourd'hui, elle n'appartient qu'à moi. Il n'y a plus de place pour quiconque vient pour arracher, utiliser ou effacer. S'ils veulent en faire partie, ils devront savoir additionner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez peut-être la même chose que j'ai ressenti pendant des années, le poids invisible de tout porter en silence, d'essayer d'être forte tout le temps, même quand tout en vous crie à l'aide. Je sais ce que c'est. S'annuler pour plaire, se plier pour maintenir la paix, se blâmer d'être oublié, et sourire encore, comme si tout allait bien. Mais écoutez attentivement, il arrive un moment où le corps est fatigué, où le cœur s'assèche, et où l'âme décide qu'elle n'acceptera plus de miettes. C'était mon moment, et peut-être que c'est le vôtre aussi. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous relever. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes forte. Vous l'êtes déjà. Depuis le moment où vous avez choisi de continuer, même en étant invisible pour tant de gens. Mais maintenant, il est temps de faire différemment. De se voir, de s'écouter, de se respecter. Parce que quand on arrête de mendier le minimum, le monde comprend qu'on mérite le maximum. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si, à un moment donné, vous avez aussi senti que vous en aviez trop fait pour ceux qui ne savèrent que prendre, commentez ci-dessous. Je me suis relevée en silence, moi aussi. Ou écrivez ce que vous voulez. Mais écrivez, faites résonner votre voix, même si c'est par écrit, même si c'est en chuchotant. Parce que quand une femme partage son histoire, elle allume des lumières sur le chemin des autres. Et moi, Chloé,
Je laisse ici cette lumière. Pour qui veut voir? Pour qui a besoin de se souvenir? Vous n'êtes pas excessive, vous n'êtes pas difficile, vous n'êtes pas ingrate. Vous êtes quelqu'un qui a enfin compris qu'elle méritait plus, beaucoup plus,